Dans cette vidéo, nous allons étudier le bloc bannière. Je vais rester dans l'article que nous avons créé précédemment lorsque nous avons vu le bloc média et je vais rajouter un bloc bannière dans cet article. Je vais en profiter pour modifier son titre. Je vais l'appeler les blocs avec un S, média et bannière. Voilà, je mets à jour et tout va bien. Enfin, tout va bien. Vous êtes sûr que tout va bien? J'ai pas fait une bêtise là d'après vous? On va voir si vous avez suivi les étapes précédentes. Je viens de modifier le nom de mon article. Et rappelez-vous ce que nous avions évoqué au niveau du permalien. Ici, le permalien, il est créé une seule fois. Mon article s'appelait à l'origine le bloc média. J'ai modifié son titre. Le permalien n'a pas été modifié. Il faut donc que je le modifie manuellement. Alors pour faire ceci, je vais carrément reprendre le titre ici. Je ne vais pas me fatiguer, je vais faire CTRL-C. Et je vais le coller dans le slug. C'est la méthode rapide. Et comme je vous l'avais dit, il va enlever tous les espaces, il va les remplacer par des tirets, il va supprimer les majuscules et les accents. Je clique en dehors de la zone et vous voyez la modification qui se fait. Mon slug a été mis à jour. Je mets à jour l'article et tout rentre dans l'ordre. Alors n'oubliez pas, si vous modifiez le titre de votre article, vérifiez le permalien. Ensuite, je vais insérer le bloc bannière. Je veux l'insérer avant le bloc média et texte. Je vais sélectionner ce bloc média et texte et ici dans le menu contextuel, je vais choisir insérer avant. Et au niveau du bouton plus ici, je vais choisir dans la zone média bannière. Dans un premier temps, je vais devoir choisir soit si je mets une image ou bien si je veux juste une zone avec un fond. Dans un premier temps, on va prendre une zone avec un fond. Je vais choisir une couleur comme ceci. Il me donne une couleur de fond. Ensuite, je vais taper du texte. Par défaut, il me propose de créer un paragraphe. Je vais mettre à jour l'article. Je vais retourner sur le site. Je vais rafraîchir. Et je vais cliquer sur l'article pour l'afficher. Voici ma bannière dans son état basique. Je retourne dans Gutenberg. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons explorer les réglages. Je vérifie que je sois bien sur le bloc bannière. Je vous rappelle que je viens de saisir un paragraphe et par conséquent je suis positionné dans ce paragraphe, comme je le vois ici dans la barre d'état ou bien dans l'explorateur de blocs. C'est le paragraphe qui est sélectionné. Je dois donc sélectionner la bannière ici pour voir ses caractéristiques. Je replie tous les panneaux, comme on fait d'habitude, pour mieux les dénombrer. J'ai donc style, dimension, calque de superposition et avancé. Au niveau de style, on connaît, on ne va pas s'étendre. Au niveau de dimension, on verra ça un peu plus tard. Au niveau de calque de superposition, ici on a la couleur du fond qui s'affiche. On verra tout à l'heure lorsque l'on mettra une photo pourquoi cela s'appelle calque de superposition. Actuellement, c'est un calque de superposition qui a une opacité à 100% et qui ne recouvre aucune image. On verra tout à l'heure le cas où il y a une image et on a une opacité par rapport à ce calque de superposition. Ensuite, l'onglet avancé, on connaît. Je ne reste pas dessus. Au niveau de la barre d'outils, on a une zone de transformation. Ça, on connaît aussi. Les zones de déplacement. Je réappuie dessus pour l'effacer. Maintenant, on a ici la zone d'alignement. On peut, comme une image, aligner à gauche, à droite ou au centre, ou avoir la grande largeur et la pleine largeur. La grande largeur, ça va donner ça. La pleine largeur, ça va donner ça. Dans le cas d'une bannière, moi je vous conseille d'utiliser la pleine largeur. Ça fera vraiment un effet de bannière sur toute la largeur de votre page. Je vais donc garder cette pleine largeur pour la suite. Avec ce bloc, nous allons constater une particularité lorsque nous insérons un titre. Ici, actuellement, dans notre bloc, nous avons un paragraphe. Je le sélectionne en cliquant dessus et je peux transformer ce paragraphe en titre en cliquant sur ce bouton de transformation ici et en cliquant sur le choix titre. Et je vois qu'il va m'insérer un titre H2 et aussi que ce titre a pris toute la largeur. Juste avant, je reviens en arrière. Mon paragraphe prenait la largeur 610 pixels. Pour le vérifier, je vais le sélectionner et je vais lui mettre une couleur de fond, comme ceci. Je vois que mon paragraphe prend la largeur générale qui est 610 pixels, on l'a vu par le passé. Maintenant, si je retransforme à nouveau ce paragraphe en titre,
je vois qu'il prend toute la largeur. Je vais aussi lui mettre une couleur de fond, comme ceci. Cela ne se produit que pour le titre H2. Si je prends un titre H3, par exemple, je vois qu'il revient à la largeur 610 pixels. Et même aussi si je prenais un titre H1. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est ce qui se produit. Lorsque j'insère un titre H2, il prend toute la largeur de l'élément par an. Si je viens ici au niveau de l'alignement, je vois que dans le cas de ce H2, il ne me propose que grande largeur et pleine largeur. Il ne me propose pas centré ou alors aligné à gauche et à droite comme j'avais avec les images, les paragraphes, etc. Je vais revenir ici quand même sur un H1 pour vérifier si je peux disposer de la pleine largeur. Je peux le faire. Mais il semble que pour le H2, il s'y met automatiquement. Il faudra retenir ceci. Dans ce contexte, avec les titres H2, étant donné que par défaut le texte est aligné à gauche, on aura intérêt ici à le centrer pour avoir un titre qui s'affiche au centre. Et si la quantité de texte augmente, à ce moment-là, on verra que le texte déborde des fameux 610 pixels. Ça fait un effet de débordement, c'est pas plus mal. Je vais enlever la couleur de fond ici au niveau de mon H2. Je clique donc sur le bouton effacer au niveau de la couleur d'arrière-plan, ici. Je vais aller piquer un tout petit peu de texte ici pour ajouter un paragraphe en dessous. Je peux me mettre maintenant à la fin du titre, je fais entrer, je fais CTRL-V et j'ai créé un paragraphe par défaut. Je vais mettre à jour l'article. Je vais revenir voir comment ça s'affiche au niveau du site. Voilà, comme ceci. On a un effet de bannière. Ça peut servir pour faire des gros titres avec un petit sous-titre. Ça peut être intéressant de cette façon. À mon avis, il ne faudrait pas surcharger trop. C'est à vous de voir selon votre design. Mais ça peut faire une rupture de section à l'intérieur de vos contenus. Si je reviens au niveau de Gutenberg, je vais vous faire remarquer qu'au niveau de la couleur ici du bloc, je dois donc revenir sur le bloc ici en le sélectionnant. Je clique donc dans l'explorateur et je clique sur bannière. Je remarque que si j'ai une couleur de fond foncé, par exemple je vais prendre ce gris très foncé, il adapte la couleur de la police avec une couleur qui aura un contraste suffisant. Il ne me propose pas de choisir de couleur pour le texte, mais il adapte la couleur du texte en fonction du contraste qu'il va estimer dans la page. Si je reviens avec une couleur blanche par exemple, il va mettre du noir. Si je prends le noir, il met du blanc et même du gris foncé. Si je prends ce vert ici, il va reprendre du noir. C'est très bien fait, ça va adapter la couleur du texte en fonction de la couleur du fond. Je n'ai pas examiné le code généré en détail, mais il semble qu'il y ait une hauteur minimum. Par contre, ici, si on agit sur la poignée, on va voir ici qu'on peut augmenter la taille minimum. On le voit ici, la valeur qui est répercutée dans cette zone. Et à ce moment-là, notre bannière pourra avoir une taille minimum. Et si nous effaçons ici le contenu de cette zone, on retournera vers la hauteur par défaut. Nous venons de voir le cas d'une bannière simple sur un fond uni. Et rappelez-vous, lorsque nous avons inséré cette bannière, il nous avait aussi proposé de charger une image. Je reviens ici pour vous rafraîchir la mémoire, je clique sur bannière. Quand on insère une bannière, il nous propose de téléverser une image ou de passer par la médiathèque. Alors notre bannière est déjà créée, je ne vais pas l'effacer et la recréer, je vais simplement la modifier. Je reviens en arrière pour annuler cette insertion. Je me repositionne sur ma bannière, j'y suis. Et au niveau du bouton, je pense que c'est celui-ci, remplacer. Je vais remplacer le fond uni par une image. Et je vais donc ouvrir la médiathèque. Et je vais choisir cette image. Je clique sur sélectionner. Et maintenant, mon image est incorporée dans ma bannière. Je vois qu'elle suit, si je défile à l'écran, je vois que l'ensemble suit. Et que je n'affiche qu'une portion de mon image. En réalité, je n'ai pas remplacé le fond par une image, j'ai simplement ajouté une image en dessous du fond qui, lui, est devenu transparent. Je vais resélectionner mon bloc, bannière, je vais retourner au niveau des propriétés, dans le panneau Réglages des médias, je vais fermer Style ici et Calque pour l'instant. Non, je vais faire l'inverse, je vais fermer Réglages des médias et je vais rouvrir Calque de superposition. Le fond a retrouvé sa fonction de calque de superposition depuis que nous avons ajouté une photo en dessous. Je peux régler l'opacité de ce calque ici avec ce curseur.
Soit à 100%, à ce moment-là, je cache tout, soit à 0%, je n'ai plus le calque et je vois l'image entière. Et entre les deux, je peux régler l'opacité relative de mon image. Le but de ce bloc est de contenir principalement du texte. Ce calque nous sert donc à atténuer légèrement la photo afin que le texte reste lisible. Et logiquement, on devrait deviner la photo en dessous, elle sert d'illustration. Mais le texte doit rester lisible en toutes circonstances. Nous voyons que le bloc se déplace et l'image en même temps. Nous pouvons ouvrir ici le panneau Réglage des médias. Nous avons la possibilité de choisir le point de focalisation de notre image. Ici, nous avons un viseur dans cette zone. Je peux cliquer dedans et par exemple, je peux amener le point de focalisation sur le visage du personnage, comme ceci. Je vais mettre à jour et je vais regarder ce qui se passe au niveau de l'article. Je rafraîchis. Je vois donc ma bannière qui s'affiche avec l'image en dessous. Je peux lire le texte et je peux deviner le contenu de l'image. Le réglage d'opacité est donc très important. Je retourne au niveau de Gutenberg. Nous avons des réglages possibles au niveau de l'arrière-plan, arrière-plan fixe et arrière-plan répété. Au niveau de arrière-plan répété, ça serait utile dans le cas où nous avons une image qui est assez petite. Je vais remplacer l'image momentanément ici dans la médiathèque avec l'image qui faisait 500 pixels de large. Je la sélectionne et je vois que mon image a été étendue sur toute la largeur de l'écran. Si je clique ici sur arrière-plan répété, je constate que mon image va se répéter sur toute la largeur de ma bannière. Si je reviens ici et si je réduis l'opacité du calque de superposition, je vois que mon image se répète sur toute la bannière. Je vais revenir sur l'image de Nathan East, ici. Je vais décocher arrière-plan répété, puisque ça ne s'impose pas ici. Mon image est toujours centrée avec son point de focalisation comme je l'avais mis. Nous avons aussi la possibilité d'avoir un arrière-plan fixe. Je vais cliquer maintenant sur ce bouton arrière-plan fixe et je vois que mon image se positionne sur toute la surface de l'écran, toute la surface du viewport en fait. Et dorénavant, ma bannière va se dérouler par-dessus. C'est ce qu'on appelle un effet de parallaxe. Je vais remettre un petit peu d'opacité ici. Je vais mettre à jour et je vais rebasculer sur le site. Je rafraîchis. Voici le résultat. L'image de fond occupe toute la surface du viewport. Notre bannière, elle, occupe une certaine surface et à l'intérieur de la bannière, on voit le contenu de l'image en fonction de la position de la bannière sur la page. Maintenant, si je fais jouer l'ascenseur ici pour dérouler la page, je vois que le contenu de la bannière va se déplacer et en même temps, il va dévoiler la partie de l'image en dessous de sa position actuelle. Et lorsque, à un moment donné, j'aurai déroulé suffisamment pour faire disparaître la bannière, je ne verrai plus l'image. Et si je redescends, je vois l'image qui réapparaît avec la bannière. C'est ce qu'on appelle l'effet de parallaxe. Il faudra noter que cet effet de parallaxe, c'est-à-dire le défilement par-dessus l'image comme ceci, ne fonctionne pas du tout avec les smartphones. En tout cas, avec les Android, je n'ai pas essayé avec un iPhone, mais avec un Android, ça ne fonctionne pas. Par conséquent, si vous avez des exigences particulières au niveau de l'affichage sur les smartphones, il faudra faire attention à cet effet qui ne marche pas correctement. Je retourne dans Gutenberg. De la même façon, vous pouvez aussi agrandir la taille d'affichage minimum de votre bannière si vous voulez faire apparaître une zone plus importante de l'image. Pour terminer, nous allons examiner les particularités éventuelles de la barre locale d'outils de notre bloc bannière. Tout d'abord le bouton transformation, bon là c'est classique, on connaît. Ensuite l'alignement, on a vu et ça on connaît. Maintenant nous avons un bouton ici qui nous permet de changer l'alignement du contenu. Par défaut le contenu, c'est-à-dire le texte à l'intérieur de notre bannière est centré. Alors je dis le texte, mais là aussi on pourrait mettre une image, pourquoi pas une vidéo si vous avez un fond noir, tout est possible. Là, on a mis du texte. Par-dessus une image, il vaudrait mieux se contenter de texte. Mais si vous avez choisi un fond uni, rien ne vous empêche de mettre, par exemple, une vidéo YouTube, comme ça, en dessous d'un titre. C'est tout à fait possible. Et quel que soit le contenu, on pourrait le déplacer, par exemple, ici en bas à droite, comme ceci, ou alors en haut à gauche, comme ceci,
ou en haut au centre, etc. Le bouton se comprend tout seul. Vous pouvez modifier la position du contenu avec ce bouton. Remplacer, ça vous permet de remplacer l'image. Et le menu contextuel, il est classique, il n'a rien de particulier. Voilà comment fonctionne ce bloc bannière. Alors vous remarquez que actuellement nous décrivons les blocs isolément et un peu dans le désordre, sans ordre précis, mais un peu plus tard on va essayer de faire une page complète en utilisant des blocs différents, en harmonisant tout ça et voir tout ce que Gutenberg peut nous apporter par rapport à ce que faisait l'ancien éditeur qui était beaucoup plus limité. Donc ça nous le verrons un peu plus tard lorsque nous aurons vu notamment les blocs concernant le layout afin d'organiser nos contenus sous forme de grilles. On verra ça avec un plugin que j'avais installé lorsque je vous ai présenté le bloc directory de WordPress, qu'on en reparlera un peu plus tard. Mais pour l'instant, on continue à détailler nos blocs en explorant tous leurs réglages. Les blocs ont beaucoup de réglages et nous voyons que parfois nous avons des surprises, comme nous avons vu ici au niveau du titre. Lorsqu'on insérait un titrage 2, on se retrouvait avec un truc qui prenait toute la surface sans savoir pourquoi. Donc il ne faut pas être étonné si vous avez ce comportement. Alors est-ce que ça a été voulu par les développeurs de WordPress? Dans quel but, on ne sait pas. En fait, ça fonctionne comme ça. Donc on va arrêter cette vidéo pour l'instant et on va se retrouver dans la suite. Et j'espère que cette série continue à vous intéresser. Et merci pour vos réactions. J'ai quelques commentaires qui arrivent. C'est très important d'avoir votre retour. Et je vous en remercie encore une fois. Et je vous dis donc à tout de suite dans la prochaine vidéo.